Bonjour, j'ai le plaisir à vous faire une petite vidéo pour montrer les possibilités de la nouvelle version d'Elistat 5.0 que nous avons le plaisir de sortir très bientôt. Alors, au-delà de l'analyse statistique, Elistat est désormais un outil de machine learning. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça devient un outil de machine learning. Alors, on va prendre un petit exemple qui est ici, dans lequel, par exemple, on a un certain nombre de variables X, des qualitatives et quantitatives, on reviendra dessus, et pareil pour les variables Y, où on a à la fois des quantitatives et des qualitatives. On voit qu'on a également une colonne test dans laquelle il est possible désormais de rajouter des essais qui ne sont pas pris en compte dans l'apprentissage, mais qui permettront de vérifier la capacité de notre modèle à prédire des réponses qui ne sont pas dans le modèle. Voilà, donc voilà en gros les données. Alors, si on veut faire une analyse globale de tout cela, eh bien, on va en statistique différentielle, fonction de transfert, dans lequel on indique quels sont les X, quels sont les Y, et éventuellement, quelle est la colonne dans laquelle on a indiqué les lignes qui serviront de test. On analyse, et on va donc retrouver nos données dans une fenêtre qui nous permet de faire l'optimisation directe. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, que nos trois réponses sont ici. La réponse A, l'aspect, le test fonctionnel. On montre que dans chacune des réponses, en fonction du type de réponse qu'il y a, par exemple, si fonctionnel à deux niveaux, aspect ou mesurable, Elistat a directement sélectionné les bons outils de machine learning qui permettent de faire le modèle. Par exemple, ici, on a la régression linéaire multiple, on a la régression PLS et on a le réseau de neurones. Alors, par exemple, prenons deux exemples. Le réseau de neurones, on voit qu'ici, sur l'exemple de test, eh bien, on est très très bon. L'exemple d'apprentissage est très bon. Par contre, sur l'exemple de test, on est très mauvais. Alors, évidemment, on peut augmenter le réseau de neurones, on peut augmenter donc le nombre de couches, on peut augmenter également le nombre de réseaux de neurones dans chacune des couches, relancer un apprentissage et voir que dans ce cas-là, ça n'a pas apporté grand-chose. Alors, on peut également facilement avec la PLS changer le nombre de variables ici, et on voit qu'on a finalement avec trois direction principale, déjà un modèle qui ne fit pas si mal que ça. Et puis la régression linéaire multiple, dans laquelle il est facile de l'optimiser, soit directement en cliquant sur une analyse automatique, soit manuellement en éliminant les facteurs qui ne nous semblent pas bons. Donc pour chacune des réponses, première chose, vous voyez, pour la réponse A, pour l'aspect, on va choisir le modèle qui convient le mieux. Par exemple ici, on pourrait regarder ce que donne un réseau de neurones de Levenberg. Donc on voit que ce serait pas mal, puisque 100% des classements bons, moyens, mauvais sont très bons sur l'apprentissage. Par contre, c'est un peu moins bon sur le test. Voilà, on pourrait regarder un arbre de décision, et donc c'est un petit peu moins bon. Et puis, prenons la logistique ordinale, par exemple, dans lequel on est plutôt dans les meilleurs résultats qu'on ait eus, même si on enlève un certain nombre de facteurs qui ne semblent pas significatifs, on voit qu'on a un modèle qui reste tout à fait conforme. Allez, donc on optimise, vous voyez, de façon indépendante, chacune des réponses. Ici, pareil, sur un arbre de décision. Donc, on regarde ce que ça donne. Donc, vous avez l'outil de machine learning et puis un outil plus spécifique qui est la statistique et la régression logistique, dans lequel, évidemment, on peut aussi enlever les facteurs qui nous semblent non significatifs pour garder un modèle qui soit le plus pertinent et qui donne finalement des proportions de classement correctes, à la fois, évidemment, sur l'apprentissage, mais surtout sur le test. Donc voilà, de façon très simple, vous voyez, on fait l'optimisation de chacune des réponses. Alors évidemment, après, pour les statistiques, on a les statistiques de chacune des réponses. Par exemple, ici, on a les statistiques de la réponse A qui était quantitative, dans lequel on peut voir tout un tas de choses. On peut voir les histogrammes, on peut voir le Pareto, on peut voir les leviers, on peut voir les résidus, et même d'ailleurs lorsqu'il y a des résidus qui sont bizarres, par exemple ce point orange, où est-ce qu'il se situe? On a la cartographie pour voir tout de suite où se situe le point orange parmi l'ensemble des données qui sont là, etc. On peut évidemment regarder nos données en 3D, par exemple pour la réponse A, voilà, donc, dans lequel on a le fournisseur et le centre du tissage. On peut regarder par rapport à quoi? Par rapport à un autre facteur qui serait la température. Et puis lorsque les données sont quantitatives, on peut les voir non seulement en 3D, mais on peut les voir en contour, on peut les voir en température, etc. Là où c'est très intéressant, c'est l'optimisation globale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut arriver évidemment à obtenir donc un très bon compromis entre la réponse A, qui doit être par exemple minimale, alors je dois toujours la minimiser, la réponse d'aspect dans laquelle on va chercher à avoir
des bons, je peux cibler, voilà, donc il va me donner les configurations qui vont bien, et puis ici on voudrait plutôt quoi, des OK, donc je peux cibler, donc il m'a donné ici une réponse pour avoir des OK, ici pour avoir du bon, et ici pour avoir un minimum, mais il y a peu de chances que les trois soient avec les mêmes configurations de facteurs. Donc c'est là où ça devient intéressant, puisqu'on a un outil d'optimisation de plusieurs réponses, dans lequel on va lui dire ce que l'on veut, par exemple minimiser. Donc ici je veux minimiser, donc il me propose par défaut des valeurs de cible et de pire. Par exemple je pourrais dire non, 25 c'est déjà pas mal, mais quand je vois mes données, si j'ai par exemple 28, je serais déjà très satisfait, donc je vais dire ma cible c'est 28, pour les autres c'est plus facile, le bon c'est 1, par exemple l'acceptable c'est 0,4, le mauvais c'est 0, et puis pour la désirabilité du dernier qui est un test fonctionnel OK KO, OK c'est 1 et KO c'est 0. L'optimisation est immédiate, hein. Regardez, il suffit de dire voilà ce que je veux, je dis ce que je veux, je clique sur optimiser et voilà, il m'a donné le meilleur compromis qui me donne donc la désirabilité recherchée. Alors on voit qu'il a une désirabilité de 1, c'est-à-dire il a obtenu ce qu'il voulait, puisque ici il vous a donné donc on voit qu'il a rajouté une réponse, on a toujours le test fonctionnel, donc qui est très bon. Il nous a donné une optimisation d'aspect qui est bon. Et puis ici, il nous a donné donc un point qui est très bon, puisqu'on obtient même 24, alors qu'on voulait même moins bien que ça. Donc on est effectivement très très satisfait donc, de la réponse, et on trouve l'optimisation globale de l'ensemble qui fait le meilleur compromis entre les différents facteurs. Donc voilà, en quelques mots, ce que l'on fait avec ce nouvel outil et dans lequel on résume. Donc on dispose de données quantitatives ou qualitatives, on dispose de réponses qualitatives ou quantitatives, et en quelques clics, on est capable de faire l'optimisation globale. Voilà, donc c'était une petite démonstration d'Elystat version 5.0, au-delà de l'analyse statistique, un outil de machine learning. La version 5.0 comporte de nombreuses améliorations au-delà de celles que je viens de vous montrer, mais ça fera l'objet donc de prochaines vidéos, et je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir, merci de votre écoute.